Bonjour à tous, merci d'écouter Podio Tout Terrain. Tous les mois, dans ce podcast, on vous emmène sur un nouveau terrain de sport. Et pour ce 7e épisode un peu spécial, on a choisi le terrain de la géopolitique. Podio Tout Terrain voulait absolument en apprendre plus sur le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Conflit qui a des implications mondiales et des conséquences encore insoupçonnées. Pour essayer de comprendre la façon de penser et d'agir de Vladimir Poutine, il est très intéressant de se pencher sur la question du sport en Russie depuis son arrivée au pouvoir. C'est ce qu'a fait notre interlocuteur du jour, Lucas Aubin, géopolitologue, spécialiste du sport et de la Russie. 5 années de recherche et 10 voyages en Russie l'ont mené à écrire un livre consacré au sujet et à ce concept de sportokratura, un concept qu'il va détailler au micro d'Alexis Raison. Et puisque c'est un épisode un peu spécial, il est un peu plus long que d'habitude, mais on a estimé que l'enjeu et la complexité du sujet en valaient la peine. Bonne écoute. Bonjour Lucas Aubin. Bonjour. Alors pour parler du conflit entre la Russie et l'Ukraine et surtout pour voir tout ça au travers du prisme du sport, il n'y avait pas plus spécialiste que vous. On est sur votre terrain, pas de doute, et on enregistre ce podcast dans votre bureau à Montreuil en région parisienne. Alors Lucas Aubin, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialisé sur ce sujet de la géopolitique de la Russie et du sport. Docteur en études slaves contemporaines, et vous avez sorti un livre l'année dernière, La Sportokratura sous Vladimir Poutine, une géopolitique du sport russe, aux éditions Bréal. Un livre qui est en fait l'adaptation de la thèse que vous aviez soutenue, dont le sous-titre était précisément « Gouverner par le sport à l'ère de Vladimir Poutine 2000-2020 ». Je crois que tout est dit là pour planter le décor du sujet et déjà comprendre qu'il existe une grille de lecture de la situation actuelle par le sport, et on va pouvoir détailler tout ça. Mais puisqu'il va en être beaucoup question dans cet entretien et que c'est le titre du livre et de la thèse, j'aimerais qu'on commence par définir ce concept de sportokratura qui est un néologisme dont vous avez la paternité. J'ai commencé à travailler sur le sujet du sport et de la politique en Russie en 2014, au lendemain des JO de Sotchi en fait. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire mes recherches, à étudier les discours, à aller sur le terrain en Russie, un peu partout, etc. Et c'est en 2018, juste avant le mondial de football, justement, que je me suis aperçu, en fait, qu'il y avait véritablement un système du sport en Russie qui partait du Kremlin pour se diffuser jusque dans les régions russes. Ça pouvait aller, évidemment, jusqu'aux confins de la Sibérie, notamment. Et j'ai été frappé par, en fait, cette forme d'unicité du système, malgré la diversité que connaît la Russie d'un point de vue culturel, etc. Et je me suis dit qu'il fallait que je nomme ce système. Donc c'est là qu'est venu, mais est apparu entre guillemets ce mot, donc sportokratura. Concrètement, c'est un néologisme qui est formé par 3 mots. Donc le mot sport, le mot nomenclatura, donc qui renvoie à l'élite dirigeante de l'époque soviétique, mais une élite qui existe toujours en Russie aujourd'hui. Et kratos, donc qui signifie force et pouvoir en grec ancien. Donc en gros, la sportokratura, c'est ni plus ni moins que la nomenclatura par le sport en Russie. C'est un mot qui désigne finalement ce système, cette machinerie du sport, qui est composée principalement de 3 catégories d'acteurs. Donc les hommes et les femmes politiques, qui donc dirigent le sport russe, les oligarques qui le financent. Donc les oligarques sont les grandes fortunes qui sont apparues dans les années 90 en Russie au moment de l'entrée dans l'économie de marché. Et enfin, donc 3e catégorie d'acteurs, c'est les sportives, que ce soit des anciens ou des actuels, mais qui sont là justement pour promouvoir le sport russe auprès de la population. Et donc l'objectif de cette sportokratura, ils sont multiples en réalité, ces objectifs. On peut en lister quelques-uns là rapidement. C'est d'une part d'hygiéniser la population russe, donc c'est-à-dire que ça renvoie au début de la période soviétique, après 1917 en gros, lorsque Lénine à l'époque avait dit qu'effectivement il fallait hygiéniser la population russe et les ouvriers, les ouvrières, les travailleurs, les travailleuses à travers le sport justement, donc éloigner la population russe finalement de la maladie grâce au sport. Donc ça c'est un des objectifs. Ensuite on en a d'autres. On a évidemment cette idée qu'il faut contrôler la population grâce au sport, puisque c'est une façon de diffuser en fait le pouvoir russe, Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine notamment, à travers des événements sportifs aux échelles locales surtout. Et puis évidemment, il y a ce qu'on connaît encore plus peut-être, c'est l'idée de diffuser le sport russe à l'étranger comme un vecteur de soft power, mais justement à la russe. Mais voilà, la sportokratoire, c'est ça, c'est un système
informel qui permet de gouverner par le sport en Russie aujourd'hui. Les oligarques, est-ce qu'on peut aussi expliquer un peu plus concrètement peut-être et exactement quel est leur rôle? On en entend beaucoup parler sous ce nom, les oligarques russes. Mais dans le cadre du sport, quel est leur rôle? Pour faire clair, au début des années 2000, Vladimir Poutine a fait plusieurs réunions avec les oligarques, donc ces grandes fortunes, pour passer un pacte. Le pacte, c'était si vous m'aidez dans mes grands travaux, si vous ne vous engagez pas en politique contre moi, alors en échange, vous allez avoir la liberté de faire des affaires, comme vous le souhaitez, et vous ne serez pas inquiété en justice, en gros. Donc ça, c'est le pacte de base. Et donc parmi ces grands travaux, il y avait évidemment reconstruire la société russe à travers le sport. Il faut savoir que les années 90 avaient été terribles pour le sport russe, et donc Vladimir Poutine a demandé à ses oligarques de redresser le sport russe, et on a pu observer en gros qu'entre 2000 et à peu près et 2018 en fait, et le mondial de football, ces oligarques ont participé à construire des stades, à construire des gymnases partout en Russie. Et aujourd'hui, pas une seule grande ville de Russie ne manque d'un stade moderne, d'une patinoire moderne, etc. Et ça va vraiment, c'est systématique en fait. Si vous vous promenez à Irkoutsk, si vous vous promenez à Volgograd, si vous vous promenez à Sochi, vous allez voir des infrastructures sportives ultra modernes construites ces 20 dernières années à peu près. Donc le pouvoir politique à la manœuvre, les oligarques plutôt au financement et les sportifs, ce qui joue aussi un rôle conscient dans ce système-là. À l'ère de Vladimir Poutine en Russie, en fait, il faut prêter allégeance au pouvoir sous peine d'être considéré potentiellement contre ce pouvoir. Donc, du coup, la plupart des sportifs, en fait, soit prêtent allégeance et le disent. Donc, ça peut être on s'inscrit à Russie Unie, ça peut être on fait des discours en faveur du président russe, ça peut être on s'engage en politique, ça peut être plein de choses. Soit on ne dit rien, en gros. Il y a très peu, en fait, d'athlètes aujourd'hui qui se prononcent contre le pouvoir. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand il y en a qui le font, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Mais concrètement, la grande majorité, en fait, suit le pouvoir russe et justement participe à cette promotion du sport. Donc on peut les voir dans les médias, on peut les voir dans des manifestations sportives. Ils sont généralement en train de faire des discours, ils sont généralement avec derrière eux des drapeaux de Russie Unie, le parti présidentiel, ou avec des posters du président russe. Avec un culte de la personnalité autour du leader un peu. C'est ça, il y a un peu de ça. Dans la logique de Sportocratura, il y a un peu deux étapes. D'abord, la volonté de consolider une puissance à l'intérieur même du pays, et ensuite de la faire rayonner, de la diffuser, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et c'est pour ça que dans les années 2000, en fait, il y a eu peu d'expression de la puissance russe à travers le sport. Dans le monde, c'est plutôt intervenu après. Les années 2000, c'était vraiment pour préparer. Donc l'idée, c'était on construit, on essaie d'obtenir des événements sportifs à la chaîne. Donc la Russie a candidaté de façon quasi systématique pour obtenir les plus grands événements sportifs de la planète. Elle l'a raté parfois, d'ailleurs. Au début, le pouvoir russe essayait de comprendre comment faire. Et en fait, le pouvoir russe s'est rapidement rendu compte qu'en fait, il y avait des méthodes, tout simplement, pour pouvoir obtenir des événements sportifs. Il fallait remplir les cases demandées par le CIO, demandées par la FIFA. Il fallait potentiellement graisser la patte aussi de ceux qui délivraient ces événements sportifs. C'est tout simple. La FIFA, c'est des pays qui votent. La Russie sait très bien faire ça, discuter avec tous les dirigeants des fédérations internationales, notamment en Afrique. Ça s'est beaucoup fait. Il y a eu les affaires de corruption sont en train d'apparaître ou on les a déjà vues par le passé. Donc, mais voilà, la Russie a compris en tout cas comment obtenir ces événements sportifs. Et il s'est passé en fait, je dirais à peu près 14 ans avant que d'un coup la puissance sportive russe réapparaisse. Et c'était véritablement les JO de Sochi 2014 en fait qu'on montrait cet événement. Et entre 2014 et 2018 et 2020, en gros, on a vu la Russie accueillir des événements sportifs de premier plan par dizaines, vraiment, en fait. Et à chaque fois, c'était conçu comme une fête, en fait. C'était vraiment conçu comme, vous allez voir, cet événement, ce sera du jamais vu. Donc les JO de Sochi, ça a été les JO d'hiver les plus coûteux de l'histoire, mais de très loin. La Coupe du Monde
Monde de football a été moins fastueuse, mais néanmoins a été qualifiée par Gianni Infantino, le président de la FIFA, de plus belle Coupe du Monde. Et ami de Poutine, au passage. Et ami de Poutine, au passage, évidemment, on pourrait en parler de la relation entre les deux hommes. Mais effectivement, a été qualifiée de plus belle Coupe du Monde de l'histoire, complètement. Et ce qui était intéressant, c'est aussi de voir que les petits événements sportifs, petits avec des guillemets, du type championnat du monde de natation, du type Universiade, par exemple, étaient financés à la même hauteur que des grands événements. Et d'un coup, on a compris que la stratégie russe, elle était maligne, parce qu'en fait, c'était de dire, confiez-nous ces événements, vous allez voir, nous, on va en faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'était le cas. Aussi grâce à l'argent des oligarques, toujours. Toujours. En fait, c'est toujours un peu des deux. En fait, il y a à la fois l'État qui participe, mais aussi grâce aux oligarques. Et en fait, c'est une façon d'intégrer, disons, l'élite du pouvoir en Russie, d'approcher le corps du président, comme on dit, en fait, et donc de s'attirer ses faveurs. Enfin, on est vraiment dans un... faut imaginer, c'est un peu la cour, quoi, en fait. C'est ça qui se passe concrètement. Il y a des événements qui montrent ça très bien. C'est que tous les ans maintenant en Russie, depuis à peu près 2013, on a, durant une journée en fait, on a des matchs de hockey, d'exhibition qui se déroulent. Et il y a notamment un match à chaque fois. Donc c'est le match qui est filmé en direct par toutes les caméras de télévision d'État, du pouvoir, etc. Et on voit en fait Vladimir Poutine patiner, entouré de ses proches hommes politiques, de ses proches oligarques aussi, et de ses fameux anciens sportifs. Souvent, c'est des anciennes stars du hockey soviétique qui sont là, etc. Et en fait, voilà, il gagne. À chaque fois, il est toujours le meilleur buteur et il est toujours élu homme du match. C'est systématique, il n'y a jamais eu d'autres versions de ces matchs-là, de cette façon en tout cas. Et voilà, et c'est l'occasion de voir cette cour des tsars, justement. Là, on la voit vraiment, on voit tous ces entrepreneurs, parce qu'il y a les oligarques très proches du pouvoir, mais il y a aussi d'autres oligarques qui arrivent. Donc c'est souvent des gens qui ont, l'année passée, du coup, financé des grands projets. Donc là, d'un coup, on leur dit, pour les récompenser, vous allez pouvoir patiner avec le président. Voilà. En fait, et c'est d'un coup, le sport apparaît comme une clé super intéressante pour pouvoir comprendre, en fait, le système Poutine. Audio tout terrain, tout terrain, tout terrain, tout terrain. Vraiment cette ambition quasi messianique, quoi. Et donc l'affaire de dopage, elle répond à ça aussi. C'est-à-dire qu'il fallait remporter ces événements sportifs rapidement. Et voilà, les JO de Sochi 2014 sont remportés par les athlètes russes, mais à quel prix ? Podio tout terrain. Est-ce que cette logique intérieure puis extérieure, on peut pas faire un premier parallèle avec ce que Poutine s'est attaché à faire aussi sur le plan politique, c'est-à-dire d'abord reconsolider et forger une forte identité nationale russe, puis on le voit maintenant partir ou repartir à la conquête d'autres territoires. Oui, complètement. Il y avait cette idée de préparation, en fait. C'est vrai que toutes les années 2000 ont été pensées par le pouvoir russe comme un moment de redressement de la société russe, un redressement d'un point de vue économique, évidemment, mais aussi d'un point de vue militaire, d'un point de vue diplomatique, politique. Il y avait cette idée à nouveau d'exister sur la scène internationale. Le sport a ça de puissant, qu'il est une arme de représentation de l'imaginaire, en fait. C'est-à-dire qu'il permet de grossir la puissance d'un pays. L'économie de la Russie est très faible, encore aujourd'hui, en fait, et encore plus depuis que les sanctions sont là. Par contre, d'un point de vue sportif, ça permet de grossir son image. Et aujourd'hui, quand on pense à la Russie et au sport, on voit une machine qui tourne, etc., avec tous ses défauts, en fait. Et c'est intéressant de voir justement que si cette sportocratura a été conçue pour réussir, rayonner, etc., elle était aussi conçue pour que la Russie gagne les événements sportifs auxquels elle a participé, et ce par visiblement tous les moyens, puisque l'affaire de dopage, on n'en a pas encore parlé, mais c'est les conséquences de cette sportocratura. Il y a vraiment cette ambition quasi messianique, quoi. Et donc l'affaire de dopage, elle répond à ça aussi. C'est-à-dire qu'il fallait remporter ces événements sportifs rapidement. Et voilà, les JO de Sochi 2014 sont remportés par les athlètes russes, mais à quel prix ? Puisque derrière, l'affaire a explosé pendant 5 années, 6 années, on en a parlé. Et aujourd'hui, quand on pense Russie
et sport, on ne pense pas succès sportif, on pense dopage. Donc, Pour rentrer un petit peu dans le détail et expliquer, c'est la mise au jour d'un système d'État, d'un énorme scandale de dopage qui concernait tout le sport russe, notamment les sports olympiques, mais un véritable système d'État qui était mis en place, et avec cette logique donc de fabriquer des champions et de gagner coûte que coûte. Et là encore, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi un peu aujourd'hui, c'est-à-dire gagner coûte que coûte, peu importe les moyens qu'on met en place. Ouais, c'est ça. Alors, c'est là qu'on voit que le sport, comme beaucoup de canaux de puissance en Russie, est conçu quasiment comme une arme militaire, en fait. Alors là, on parle d'une arme de soft power, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir du moment où la Russie est critiquée pour la façon dont elle pratique du sport, la façon dont elle organise, ou des choses comme ça, d'un coup, le pouvoir russe réagit et n'est plus dans une logique d'attractivité, mais dans une logique de défiance. Et c'est-à-dire que, par exemple, pour l'affaire de dopage, ce qui est intéressant, c'est de voir que Vladimir Poutine a construit tout un narratif pour dire, en fait, les puissances occidentales nous excluent du sport mondial, mais ce sont des décisions politiques, puisque, en fait, tous les pays du monde se dopent. Donc là, il se met à nier du coup l'influence de l'État sur le dopage, alors qu'elle est prouvée. Hein. Les mêmes discours qu'on entend aujourd'hui concernant la guerre en Ukraine. Exactement. Mais c'est le même narratif. C'est un narratif, c'est une sorte de conception du monde parallèle. C'est un peu le syndrome de la forteresse assiégée, en fait. C'est vraiment ça. On est en guerre permanente contre l'Occident, et finalement, la guerre froide n'est toujours pas terminée. On en a parlé, la Coupe du Monde 2018, les Jeux de Sochi au préalable, mais aussi la Coupe du Monde de foot 2018. Avant qu'on bascule aujourd'hui dans une nouvelle ère et que la Russie soit isolée pour de bon, ou en tout cas pour longtemps, du reste du monde du sport, en l'occurrence. Avant ça, il y a moins de 4 ans, tous les regards des passionnés de sport étaient tournés vers la Russie. Est-ce que ça, avant de changer d'air, c'est quand même un aboutissement et ça restera une des grandes réussites de ce qu'a mis en place Vladimir Poutine dans le sport? Oui, c'est assez étonnant de voir, quand on compare les deux événements, Sochi 2014 et le mondial de football 2018, on se rend compte que c'est un peu les antithèses, en fait. C'est-à-dire que là où Sochi 2014, ça a été un échec auprès de l'audience internationale. Vladimir Poutine n'a pas aimé la façon dont ça avait été traité médiatiquement, la façon dont les Occidentaux avaient beaucoup critiqué l'événement. On se souvient que le nombre d'articles avant et pendant l'événement pour expliquer que les travaux n'étaient pas finis, pour expliquer les réseaux de milliardaires, d'oligarques en Russie, tout ça n'avait pas du tout été du goût du président russe. Là où, paradoxalement, ça avait vraiment fonctionné par contre auprès de la population russe, qui elle avait adoré et avait même la cote de popularité de Vladimir Poutine avait vraiment décollé en fait après l'événement. Et le mondial de football 2018, c'est vraiment l'antithèse de ça. C'est-à-dire que sachant que la proportion des Occidentaux à critiquer l'organisation d'un événement sportif, Vladimir Poutine a décidé de faire l'inverse. Il a dit on va faire moins fastueux, on va dépenser moins, on va serrer un peu la ceinture, on va être plus efficace. Et on va se concentrer sur vraiment l'accueil des populations du monde entier. On va essayer de dépolitiser l'événement au maximum pour justement améliorer ce soft power. Et ça a fonctionné. Pour le coup, ça a fonctionné parce que, globalement, les études a posteriori montrent que l'image de la Russie s'est améliorée. Il y avait un côté, ça y est, la Russie s'est ouverte. Ça a été pendant un mois la fête en Russie, dans les villes hôtesses du mondial. Et moi, j'y étais, et c'est vrai que j'ai découvert une Russie que je ne connaissais pas. Là, d'un coup, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, on pouvait faire la fête toute la nuit dans les rues, on pouvait chanter, on pouvait danser. On pouvait traverser les rues sans se faire inquiéter par la police si on n'était pas sur le passage protégé. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais en fait, dans un État qui est assez policier, en fait, c'est concrètement, ça, d'un coup, on avait l'impression que cette Russie-là, déjà, était possible, moi, je l'avais pas vu jusqu'à présent de cette façon-là. Le pouvoir russe a créé une bulle, je dirais, à l'occidental, un mois durant, dans 11 villes de Russie, et ça a pour le coup fonctionné. Mais le paradoxe, c'est là où ça a fonctionné auprès de la population occidentale, en fait, auprès de la population russe, ça lui a donné des velléités en fait, si ça c'est possible, pourquoi on ferait pas durer ce moment-là. Et juste après, au mois d'août 2018, donc un mois après la fin du mondial, on a eu
plein de manifestations en Russie. Alors en l'occurrence, c'était contre l'augmentation de l'âge légal du départ à la retraite. Et voilà, la population russe s'est mobilisée en masse, etc. Et les manifestations ont été réprimées. Mais on voit bien que là, l'impact du mondial n'a pas été favorable au président russe auprès de son audience locale. Au total, entre le scandale de dopage, côté négatif, et l'organisation de ces grands événements mondiaux, plutôt à mettre au crédit de Vladimir Poutine, quel bilan on peut faire de ces 20 années d'influence et de soft power par le sport ? C'est difficile d'y voir autre chose qu'un échec aujourd'hui, en fait. Mais il y a une partie, je dirais, un véritable succès quand même qu'il faut mettre en avant, parce que sinon ce serait mal faire mon travail. En tout cas, c'est que véritablement, il a participé à sportiviser la nation russe, d'un point de vue des infrastructures, mais aussi d'un point de vue de la pratique sportive. Et une statistique toute simple, hein, mais en 2000, 20% de la population russe pratiquait un sport régulièrement, et en 2020, c'est à peu près 40% de la population. Et puis ça avait d'ailleurs été confirmé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui avait aussi constaté qu'il y avait une corrélation avec la baisse de l'alcoolisme en Russie, qui est aujourd'hui au même niveau que l'alcoolisme en France. Et pareil, la baisse du tabagisme. En fait, donc cette volonté d'hygiénisation, voilà, trouve aujourd'hui des échos dans la société russe. Et c'est par exemple intéressant de se promener à Sotchi. C'est très étonnant parce qu'en fait, on voit véritablement une population mise en branle qui pratique plein de sports différents. Voilà, on peut voir des cyclistes, des gens qui font leur jogging, des gens qui vont se baigner dans la mer Noire. Donc ça c'est une réalité qui est évidemment les conséquences de la politique sportive, de la sportocratura mise en place par le président russe. Podio tout terrain. Est-ce que ces oligarques, maintenant qu'ils voient le pacte qu'ils avaient noué avec Vladimir Poutine rompu, est-ce qu'ils vont retourner leur veste et potentiellement participer à une révolution de palais en Russie ? Ou est-ce qu'au contraire, ils vont rester du côté du président russe et auquel cas il participerait probablement à la création en fait d'un microcosme sportif parallèle. En s'engageant en Ukraine, évidemment la Russie s'est isolée sur le plan politique, diplomatique, sur le plan économique et sur le plan sportif. Je ne vais pas faire la liste exhaustive de toutes les sanctions qui ont été prononcées, mais quand même quelques-unes. La Russie a été exclue sur le champ des Jeux paralympiques qui avaient lieu en mars à Pékin. Les instances du foot, FIFA et UEFA, ont écarté la sélection et les clubs russes. Le CIO a demandé aux fédérations internationales de ne plus organiser aucun événement sur le sol russe. Le Grand Prix de Sotchi de Formule 1 a été supprimé. Le pilote russe Mazepin viré de son écurie au passage. Les contrats avec des sponsors russes ont été rompus partout, en Allemagne, en Angleterre. Des marques comme Nike, comme Puma ont cessé leurs activités en Russie. On peut même plus jouer avec des équipes russes sur FIFA. Bon, on ne va pas faire la liste exhaustive, mais on peut difficilement isoler davantage cette sportocratura dont on parle depuis tout à l'heure. Alors ça a peut-être évidemment moins de conséquences que les autres sanctions, que les embargos sur le gaz, sur le pétrole, que l'exclusion des systèmes bancaires, etc. Mais quand même, c'est pas anodin du tout ça. Bien sûr, c'est pas anodin du tout, d'autant plus que la sportocratura a vraiment été conçue comme un instrument militaire de puissance, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, du coup, lui ôter, à Vladimir Poutine, lui ôter cet instrument de puissance, c'est lui enlever une arme, en fait. C'est ça. Et c'est comme si, finalement, les instances du sport mondial s'étaient rendues compte que le pouvoir russe avait conçu le sport comme un moyen de pouvoir influencer le monde, en fait. Et là, c'est comme si l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça a fait l'effet d'un électrochoc. Et les instances du sport n'ont pas pu reculer. C'était plus possible, en fait. C'est-à-dire que elles sont allées plus ou moins vite selon les instances. Elles sont allées plus ou moins vite. Ça, c'est intéressant. Je pense que rétrospectivement, quand on en reparlera dans quelques mois, quand peut-être la poussière sera retombée, on pourra faire les comptes. Et le CIO, ça a été au premier jour quasiment. Le CIO, ça a été très rapide. Il est intervenu. Ouais. La FIFA, ça a pris un peu plus de temps, par exemple. C'est ça. Et ça montre bien que cette sportocratura avait réussi à tisser des liens, en fait, au plus haut niveau. Et si au niveau du CIO, je pense que ça faisait quelque temps déjà qu'on réfléchissait à exclure la Russie un peu plus encore, parce qu'on l'a vu, là, ça fait 2 ans que la Russie participe au JO sous bannière neutre. Là où, avec la FIFA, on sait que les liens entre Vladimir Poutine et Gianni Infantino, donc le président de la FIFA, sont plus importants. On sent qu'il y a une relation d'amitié qui existe, et potentiellement d'autres choses aussi.
Ça, c'est un peu la conséquence vers l'extérieur, le sport russe coupé de tout le système mondial du sport. Est-ce qu'il y aura aussi une conséquence à l'intérieur même, avec les sanctions qui ont été appliquées et qui seront appliquées sur les oligarques qui avaient l'habitude de financer le sport russe? Ça va aussi être une conséquence? Probablement. On va voir les conséquences à long terme, ou à moyen terme en tout cas, mais ce qu'on peut observer, c'est que, évidemment, là, les grands oligarques qui ont investi dans le sport russe sont mis en difficulté. Roman Abramovich en premier lieu, et vraiment en première ligne pour le coup. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces oligarques, maintenant qu'ils voient le pacte qu'ils avaient noué avec Vladimir Poutine rompu, alors la question c'est est-ce qu'ils vont retourner leur veste et potentiellement participer à une révolution de palais en Russie? C'est évidemment trop tôt pour le dire, mais la question mérite d'être posée maintenant parce que ça devient un vrai enjeu. Ou est-ce qu'au contraire, ils vont rester du côté du président russe et continuer à lui prêter allégeance, et auquel cas, ils participeraient probablement à la création en fait, d'un microcosme sportif parallèle. En vase clos, finalement, en vase clos, coupé du reste du monde. Coupé du reste du monde, ou pas, ou avec les alliés de la Russie, parce qu'il en reste, donc la Biélorussie, donc la Chine, certains pays d'Afrique aussi. La Russie n'est pas complètement isolée. Pour finir, autant sur le plan économique, voire politique, tous les pays de la planète vont payer les conséquences du conflit qu'on connaît actuellement. Autant en ce qui nous concerne, là, nous, aujourd'hui, en ce qui concerne le sport, on peut dire que le sport mondial survivra bien mieux sans la Russie que le sport russe sans le reste du monde. Ah oui, clairement. Oui, ça, pour le moment, c'est une certitude. La Russie, là, on voit que le rideau de fer est retombé. Je crois qu'on peut maintenant le dire, et que bien malin celui qui sait combien de temps il restera fermé. Donc la Russie est isolée du sport mondial, la Russie est en difficulté, mais après on a vu dans l'histoire que la Russie a toujours trouvé des ressources pour exister. La question qui va se poser désormais, ce sera avec ou sans Vladimir Poutine, et avec ou sans la sportocratura. Voilà. Merci Lucas Aubin. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode 7 de Podio Tout Terrain. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à noter, à commenter, à partager l'épisode. C'est vraiment très précieux pour nous. Un grand merci bien sûr à Lucas Aubin pour sa disponibilité et son accueil. Pour aller plus loin encore dans ce concept de sportocratura qu'il a développé, on vous conseille d'ailleurs vivement son livre. Ça s'appelle La sportocratura sous Vladimir Poutine, une géopolitique du sport russe, et c'est aux éditions Bréal. D'ailleurs, si la géopolitique du sport vous intéresse, Podio a lancé lors de l'Euro 2021 son podcast Football Club Geopolitics avec Kevin Vessière du compte Twitter du même nom. C'est une série de 13 podcasts qui racontent 13 histoires de foot liées à la géopolitique et à l'histoire, comme par exemple la naissance de la nation croate, l'épopée danoise de 1992 ou encore les origines de Cristiano Ronaldo. Vous pouvez retrouver l'intégrale de cette série sur le site podio.fr. Podio, c'est P-O-D-2-I-O. Sur le site, vous trouverez aussi les autres productions Podio ainsi qu'une sélection des meilleurs podcasts de sport. On réactualise régulièrement nos coups de cœur, alors si vous êtes vous-même podcasteur, n'hésitez pas à nous contacter. Nos contacts sont sur le site. Vous trouverez aussi facilement sur ce site l'option pour vous abonner à la newsletter. En quelques clics, vous pourrez être informé des nouveautés Podio tous les mois. Enfin, si vous découvrez le podcast Podio Tout Terrain à cette occasion, sachez que les 6 autres épisodes sont toujours en ligne sur votre plateforme d'écoute préférée, avec des terrains fréquentés aussi variés que la piste d'escrime, les terrains de foot et de foot US, les Jeux paralympiques ou encore l'apnée. Le prochain épisode sort le 27 avril, alors abonnez-vous pour ne pas le rater. À bientôt donc pour découvrir ensemble de nouveaux terrains de sport.